Vous êtes bien assuré ? Parce que vous allez écouter une nouvelle histoire de social calling. C'est un risque calculé certes, mais je préfère vous avertir, il se pourrait bien que cet épisode vous transmette le virus de la solidarité. Parce qu'avec la Massif, on a eu envie de découvrir ce qui se cache derrière l'engagement et la solidarité des gens. On a voulu écouter pour mieux comprendre et surtout mieux se protéger les uns les autres. Protéger notre présent pour construire un avenir plus juste et plus durable pour nous et les générations futures. C'est la raison d'être de Massif, ce groupe d'assurance mutualiste qui sponsorise sa saison 3 et qui nous permet de continuer à documenter le patrimoine historique du social calling. Et ça, on vous l'assure, c'est un sacré engagement. Tu viens de te brancher sur la fréquence du social calling, le podcast qui te raconte des histoires pleines de sens et sans prise de tête. Une fois n'est pas coutume, on va quand même se la prendre un peu la tête. Parce que parfois, il est bon de se confronter à l'adversité. Parce que ce par quoi tu tombes est cela même par quoi tu t'élèves. C'est ce que j'ai retenu de l'histoire de Marc Mossalgue, le créateur d'Énergie Partagée, un mouvement qui fédère, accompagne et finance les projets citoyens de production d'énergie 100% renouvelable en France. Pour le rencontrer, on s'est rendu à Méaudre-Autran, dans le Vercors, là où il vit depuis peu avec femme et enfants. Dans un silence enneigé, autour d'une tasse de thé fumante et sous l'œil aiguisé d'un gros renard gris passant furtivement, Marc a rembobiné le film de son existence jusqu'à ce jour où il est devenu adulte, presque malgré lui. J'avais peut-être 14, 13, 15, je sais même plus, parce que dans ces moments-là, je crois qu'on se rappelle pas de tout. Du jour au lendemain, ma sœur était plus chez moi et tout le monde semblait savoir ce qui se passait, tout le monde semblait comprendre la situation et j'étais le seul à tomber des nues et à pas comprendre pourquoi est-ce que des gens étaient venus chercher ma sœur à la maison. Et ouais, tout s'effondre parce que j'ai l'impression d'une part que d'être le con aussi, un peu d'être l'enfant, mais aussi le con à qui on n'a pas expliqué les choses en amont, à qui on n'a pas dit qu'il y avait des choses qui se passaient, que ta sœur elle était malade et que on essaye de l'aider, mais peut-être que ce sera pas suffisant et que peut-être qu'à un moment donné, si elle devient trop maigre, il faut l'interner. Bon, moi je voyais pas ça, dans ma sœur, je voyais juste ma sœur et je me posais pas la question de son poids, de ce qu'elle pensait, de tout ça. Voilà, dans les yeux d'un enfant, ça n'existe pas. Et du coup, ce jour-là, je pense qu'il y a aussi un voile qui tombe et qui tombe après en cascade, où on se rend compte que tout ce qu'on pensait être valable l'est pas forcément. Et surtout, la vie se complexifie. On a l'impression que ce qui logiquement fait qu'on est heureux, pour plein de gens, on n'est pas heureux et que même en vivant plus que correctement en région parisienne, en famille, il y a des gens qui peuvent être malheureux. Et ça, quand on est un enfant, des fois, on ne le comprend pas. Et là, je me dis, mais du coup, qu'est-ce qui a merdé ? Qu'est-ce qui a fait qu'elle était malheureuse ou elle est malheureuse ? Et qu'est-ce qui fait que moi, je ne pense pas l'être ? Et pourquoi est-ce qu'il y a eu toute cette incompréhension, ces quiproquos, ces difficultés de communication entre les gens ? Ouais, il y a un peu une part de révolte dans cette incompréhension de se dire, mais on a tout pour être heureux et pour agir correctement, et pourquoi est-ce qu'il y a cette souffrance au milieu, quoi ? Donc du jour au lendemain, on m'avait dit, mais tu vas pas la revoir et tu la reverras peut-être pas d'ailleurs, parce que quand on se fait interner, c'est que les choses vont pas très très bien. Je pouvais pas la voir, je pouvais pas l'appeler. Et le seul moyen que j'avais, c'était de lui faire passer des cassettes. Ils étaient d'accord pour ça, pour faire passer des cassettes où je parlais à ma sœur. Donc voilà, je lui parlais à cœur libéré, à cœur ouvert. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que j'aime bien parler aux gens, j'aime bien écouter les gens. Et voilà, c'est les prédispositions qui font qu'on a envie de communiquer, on a envie d'aider les gens à s'exprimer, quoi. Qu'est-ce que ça a eu comme impact dans ta vie d'adulte aujourd'hui, cet événement ? Déjà une prédisposition quand même à comprendre les souffrances et les douleurs des gens. Et du coup, une sorte d'empathie, de savoir écouter, de savoir se mettre à la place et voire même de pouvoir anticiper ce que les gens vont penser. Je pense que voilà, je suis à l'écoute des gens et des souffrances des gens. Alors des fois, c'est même un peu trop... je me rends compte aussi que dans ma vie d'adulte, je suis assez à l'aise avec des gens qui vont pas bien. Bon, c'est pas spécialement positif de dire ça, mais... En tout cas, j'arrive à rentrer en connexion avec des gens qui ont des cicatrices. D'ailleurs, des gens sans cicatrices, ça n'existe pas, mais c'est plutôt... est-ce qu'on arrive à rentrer en connexion sur nos cicatrices ? Est-ce que, du coup, on arrive à s'en parler tranquillement, mais pour être sûr qu'on est bien là l'un avec l'autre, quoi.
Je dis souvent à mes amis, allez, on va directement à la 4e couche, on passe pas par le comment ça va, tout ça, enfin on peut y passer, mais j'ai envie d'aller directement à la 4e couche, comment ça va vraiment, quoi. Le fait de pas trop s'embarrasser de choses, je dirais superflues, mais c'est un peu présomptueux de dire ça, mais il y a aussi un rapport au temps, à ce moment-là, où tu te dis, en fait, la mort, elle est pas si loin que ça. Il faut apprendre aussi à pouvoir profiter de la vie tant qu'elle est là. Et ouais, moi, ça a été une gros signal d'alerte. La mort n'existait pas dans mon logiciel avant ça. Ça, c'était nouveau, et du coup, que ça concerne, par extension, possiblement moi ou les gens, ça m'a mis dans un besoin et une exigence d'efficacité, entre guillemets, vis-à-vis de ma vie. C'est-à-dire que va pas falloir en faire n'importe quoi. Voilà, donc finalement, ouais, en fait, avec une épreuve comme ça, on apprend plus ou moins la vie en 4 secondes. Hein. Ça fait qu'on garde les autres différemment, qu'on essaye de mieux analyser les choses, de mieux comprendre, de faire attention aux premières impressions. Enfin bref, justement, je me disais que c'était le fait de ne pas s'exprimer clairement et de ne pas dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent quand on le ressent, qui fait qu'il y a ce genre de difficultés. Voilà, c'est des choses qu'on nous a dit un jour ou des choses qu'on nous a pas dit un jour ou qu'on nous a jamais dit qui font qu'après, ça prend des proportions terribles. Les traumatismes alimentaires sont liés beaucoup aux traumatismes psychologiques. Et je me dis, c'est quand même con d'en arriver là à cause de choses qu'on se dit ou qu'on se dit pas. Ça t'a donné toutes ces incompréhensions liées à la communication, au fait de faire entendre ta voix, mais aussi d'écouter la voix des autres. Ça t'a donné envie de faire quelque chose de spécial dans ta vie ? Ça m'a donné envie d'écrire. Je voyais bien que tout ce qui se passait dans ma tête, ça suffisait pas que ça y reste. Il fallait, pour que ce soit bien ordonné, que ce soit un peu rédigé, par de la prose, par des poèmes, par n'importe quoi, mais en gros, il fallait que ça sorte, et quand ça sortait, c'était tellement agréable que j'ai été piqué, quoi. Et puis ça m'a donné l'impression que j'avais une capacité à faire ça. Il y avait sans doute des perspectives pour les études. Et je me suis dit plutôt, je vais aller vers la communication parce que créativement, ça me plaisait, la conception-rédaction, le fait d'être créatif. J'ai toujours aimé être créatif. Et du coup, j'ai commencé les études de communication juste après le bac, effectivement. En école de communication, ça parle des grosses agences, ça parle des gros budgets, ça parle des trucs créatifs, genre les vodkas Smirnoff, Red Bull et compagnie. Et du coup, c'est super créativement, mais on est quand même sur un aspect très conso, capitalisme, etc. Du coup, j'ai pu commencer à faire quand même des stages et je me suis rendu compte à quel point les gens étaient sinistrés dans les agences classiques, DDB, Publicis et BWA, etc., qui sont des grosses agences parisiennes. Bon, alors moi, j'étais juste le petit stagiaire, mais je me disais, waouh, dis donc, une agence, c'est quand même vachement organisé et pas très drôle, en fait. Beaucoup moins drôle que ce qu'on a l'impression que c'est vu de l'extérieur. Et puis le glas a été donné quand j'ai travaillé dans une agence de fax mailing. Donc, c'est ces agences qui... Je me rappelle. C'est ces agences qui vous envoient ces fax horribles, qui du coup bouffent de l'encre. Donc je faisais des trucs rigolos, je m'amusais bien, mais je me rendais compte que ce que je faisais était vraiment pas loin d'être le pire endroit où je pourrais être, pour valoriser mon talent. Enfin, si j'en avais un, en tout cas, ce serait le pire endroit. Tout ça pour dire que je me suis juré à partir de ce moment-là de plus jamais, tant que c'est possible, de pas mettre mon travail au service de quelque chose auquel je crois pas, et surtout pas en faveur de quelque chose qui est négatif pour la planète, pour la société, pour le vivre ensemble et tout ça. Donc après, je me suis rendu compte que la cause environnementale, elle était ancrée en moi depuis toujours et que j'avais cette incompréhension initiale qui est de se dire mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'on détruit la planète, je comprends pas pourquoi... Enfin, je vois pas l'intérêt. Comme j'avais cette candeur sur l'incompréhension, au niveau de la communication, ça marchait bien, je me plaisais, j'arrivais à formuler des messages qui étaient percutants et puis surtout, j'ai rencontré toute une communauté de gens qui travaillaient dans ce domaine, qui étaient habités et riches. Donc, j'avais trouvé ma voie, quoi. Ça fait 15 ans que je travaille dans ce domaine et c'est un bonheur complet de travailler avec ces gens-là. Dans le domaine de l'environnement, le domaine des énergies renouvelables, le domaine de la mobilisation citoyenne, de la participation citoyenne aux projets de production d'énergie renouvelable. Cette voie, elle n'a pas été si facile à trouver. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'après ce choc de la maladie de ta sœur, pour toi, ça devient difficile d'accepter des conflits qui sont liés à la communication, ou des défauts de communication, ou ne pas arriver à s'exprimer, parce que pour toi, c'est considéré que c'est trop dommage, en fait, de
de parvenir à s'exprimer et de pas à faire entendre sa voix. Donc c'est vraiment les ferments de comment tu vas faire résonner ta voix et de comment tu vas trouver ta place dans la société. Mais il y a un autre moment dans ta vie qui est un moment où tu vas te confronter à toi-même après finalement t'être confronté aux autres. C'est une prise de conscience extérieure et à un moment donné, tu vas vivre une prise de conscience intérieure, si je puis dire. Ça veut dire quoi, devenir adulte ? Après avoir fait ces études de communication, je suis parti en Australie seul, avec l'envie de découvrir, évidemment de parler anglais, et puis de découvrir des choses. Ce qui reste aujourd'hui l'un des moments les plus forts de ma vie, c'est effectivement lorsque j'étais à Brisbane, donc c'est sur la côte est de l'Australie. Et il y a une île en face qui s'appelle Hinchinbrook Island, qui est un parc naturel régional, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais on régule les visites sur cette île. Et on y accède par bateau une fois par jour. Et au moment où je me pointe le matin pour pouvoir partir sur cette île, je m'étais enregistré avant, et on m'indique que tout le monde a décommandé parce qu'il fait trop chaud, qu'il n'y a personne sur l'île et qu'il n'y a personne qui compte y aller, et que du coup je serai tout seul, et du coup pour me sécuriser, ils me munissent d'une balise que je devrais activer si jamais je suis en danger. Dans l'eau, il y a des requins, il y a des crocodiles, il y a tout un tas d'insectes qu'il ne faut pas rencontrer. Donc, il y a plusieurs raisons de s'inquiéter. Le principe, c'est d'aller d'un bout à l'autre de l'île. Et ça met à peu près 3 jours. Je me balade et je vois des insectes, je vois des... Ouais, je ne pourrais pas vous dire tous les milliards de trucs que j'ai vus qui me sont restés. Des sources chaudes, des petits poissons qui me grignotent les pieds... des endroits où je vais me baigner, où je bois l'eau dans laquelle je nage, je bois en même temps que je nage, ce qui est un bonheur complet parce que l'eau est limpide. Des couchers de soleil, des levées de soleil, des moments aussi un peu plus glauques où je suis dans ma tente le soir et où il y a juste à côté une réserve, un endroit où il a été vu des crocodiles, et où je suis avec mon bâton de bois à me dire, si jamais il arrive, je fais comme Tintin, je le mets en travers de la gueule comme ça, et en essayant de me dire, mais est-ce que j'aurai le temps de le faire ? Bref, du coup, quand le matin arrive, c'est un cadeau, parce qu'on se dit, on n'est pas mort. Tout ça fait que la nature m'a donné un jour exceptionnel, et qu'à partir de là, je me suis dit, il est impossible que qu'on menace ça, et que mes enfants, si un jour j'ai des enfants, soient privés de ça, et il n'y a pas de raison. Voilà, je comprenais toujours pas, en fait. C'est toujours cette même incompréhension de se dire, je ne capte pas la logique d'aller détruire ça, puisque c'est vraiment ce qui m'apporte le plus de bonheur. Donc, ce séjour là-bas, ça m'a révélé à moi-même. Il se trouve que c'était 3 jours où j'ai gagné en maturité, où je suis devenu ce que je suis maintenant, je pense. Cette envie de mots, cette envie de communiquer, cette envie de s'affranchir des incompréhensions et des quiproquos, et cette envie de tout donner aussi pour que la nature puisse rester ce qu'elle est, ou enfin en tout cas puisse évoluer comme elle le souhaite, c'est constitutif de ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Aller chercher l'adversité, est-ce que c'est constitutif du fait d'être en capacité de trouver sa voie ou la cause ou la mission dans laquelle on a envie de s'engager dans le monde ? En tout cas, ça permet de pouvoir cerner les contours de sa liberté. Je suis à peu près allé au bout d'une certaine limite qui me donne un aperçu de tout ce qu'il est possible de faire, tout ce que je pense que je suis capable de faire. Ça m'a apporté une confiance en moi, qui a été extrêmement importante sur tout le reste du parcours que j'ai pu faire, c'est-à-dire que j'avais dans un coin de ma tête la certitude que j'ai connu pire, que j'ai eu des moments plus durs, plus douloureux, et que j'ai pas de raison de me limiter sur les efforts que je vais faire pour mobiliser des gens, pour parler en public, pour les informer sur le changement climatique, ou pour les impliquer dans un projet de transition énergétique, par exemple. Voilà, effectivement, cette prise de risque, ça me permet de me sentir confiant et libre à me dire que je peux faire des choses qui sont moins, selon ma conception, moins risquées, moins dangereuses, voire pas du tout dangereuses d'ailleurs. Et ça aussi, ça les légitime. C'est-à-dire que si je réfléchis pourquoi je fais ça, j'ai toujours une petite lumière qui s'allume et qui dit mais tu fais ça, tu fais ça pour ce moment, tu te rappelles, tu fais ça parce que t'as été touché au plus profond, parce que ce serait chouette que d'autres gens soient touchés au plus profond. C'est pour ça que j'habite aujourd'hui à la montagne aussi, c'est parce que la montagne, un peu comme ce moment-là, offre des sentiments comme ça, des sentiments où on se dit je suis au milieu d'une immensité qui n'est pas régie par l'homme, je me dois de défendre ça.
C'est nécessaire de défendre ça pour l'imaginaire, pour la poésie, pour continuer à avoir des idées créatives, c'est nécessaire de protéger ça. Ça me donne une justification qui, à mes yeux, est correcte et valable. Donc ça me donne le droit d'aller très loin sur la protection de l'environnement, d'aller très loin sur l'implication des gens là-dedans. Je suis hyper touchée par ce que tu racontes, ce que tu partages avec nous, et ce que j'entends aussi, et ce que je ressens, moi aussi, dans mon travail, dans ma façon dont je m'engage, c'est cette nécessité de constamment se rappeler à l'infiniment grand, ce que permet de faire la nature, puisque la nature, par sa vastitude, en fait, te permet de te rappeler à l'infiniment grand. Et c'est aussi un moyen de se rappeler qu'on est infini, et que donc devant nous s'offre un champ infini des possibles et que nous sommes notre propre limitation finalement. Et j'ai l'impression que dans ton parcours, c'est ce que t'es allé chercher. Et c'est aussi de ça dont est née énergie partagée. C'est-à-dire qu'en fait, on a des normes qui nous limitent dans la société ou des habitudes de consommation qui nous limitent. Et le fait de savoir que quelque part, au fond de nous-mêmes, il y a cet espace où on est sans limite, où on est en mode no limite, eh bien ça nous aide en fait à construire des choses dans la société et à aller finalement se frotter à ces limites qui sont établies par la société ou par des normes ou par des règles. Ouais, tout à fait. Je me reconnais dans ce que tu dis. Ce qui est vrai, c'est la nature en fait. Et c'est la base, et c'est la stabilité. Et à partir de là, on construit quelque chose. Il y a la nature, il y a ce qu'on peut faire pour elle, il y a ce qu'elle nous apporte, il y a la vérité de ce qu'on s'alimente, de ce qu'on respire, de ce qu'on... Voilà, il y a la vérité des relations aussi, des relations justes. Il y a ce que je suis aujourd'hui, et puis il y a le fait que depuis ces moments-là, depuis les moments où j'ai fait mes choix, j'ai fait des enfants par exemple, et que ça s'est rajouté en responsabilité tout ça, de se dire... La fenêtre ouverte sur le futur que sont mes enfants m'oblige aussi à faire des choses. C'est pas uniquement ma propre vie là dont on parle, c'est la leur, c'est la suite. On parle des générations futures, etc. Mais moi concrètement, ils ont des prénoms. Mes enfants, c'est eux. Je sais comment ils sont et je sais qu'ils vont devoir vivre là la situation climatique, la situation post-Covid, la situation tout ça. Il va falloir se l'encaisser ça. Et si on part pas sur des bases solides comme inspire-toi juste de la nature et essaye de faire au mieux avec les gens qui sont autour de toi pour qu'il y ait le moins d'incompréhension, le plus d'énergie collective, le plus d'énergie commune et d'écouter les gens. C'est déjà l'essentiel, mais rien que de travailler ça au jour le jour, effectivement, je peux comprendre qu'à un moment donné, au moment où on choisit sa voie, on est tiraillé entre ces valeurs-là et puis il y a un marché du travail qui a l'air d'être codé, où il faut être parmi les meilleurs, il faut passer par des figures imposées comme moi, par exemple, je suis passé par les agences. Je peux comprendre que ce soit compliqué, mais c'est vrai qu'au final, tout seul dans son lit, il ne reste que ça à la fin. Il ne reste que quelle valeur je donne à chaque jour de ma vie. Quand on arrive à répondre à cette question en disant « Ok, je suis fier, je peux me regarder dans le miroir », c'est un bonheur complet de vivre de cette manière-là. Qu'est-ce que tu aurais envie de mutualiser ? Moi, le mutualisme, je le vois comme une solidarité entre les gens, entre les pays, entre les régions, entre les villages, Et je vois qu'il y a beaucoup de choses que l'intelligence collective permet de magnifier, de bonifier. À énergie partagée, c'est autour de l'énergie. On voit que quand des gens se saisissent d'un sujet, quand bien même il est technique, comme l'énergie ou l'électricité ou ce genre de choses, quand ils se saisissent de ces sujets, quand ils essayent de comprendre, quand ils essayent de participer, de prendre le risque d'agir même, et puis même parfois de créer des structures qui vraiment sont responsables, eh ben, il émane de ce travail collectif quelque chose d'extrêmement puissant, que moi je vois depuis 8 ans que je travaille à énergie partagée, et je vois que ça les nourrit profondément. Et ça nourrit leur vie. C'est exactement en lien avec ce que je disais précédemment, de se dire que ils peuvent se coucher et se regarder dans un miroir sans rougir. Ça apporte ça. Le fait de se rassembler au sein de ces coopératives leur permet de se connaître et se reconnaître. Le principe du mutualisme, c'est d'aller à l'encontre de cette course à c'est ta personne qui est importante, c'est surtout pas les autres. Non, si, au contraire, soyons noyés dans un collectif qui lui avance. Ça fait aussi que ça nous permet d'être entraînés quand on est nous-mêmes en panne,
C'est ça aussi le bonheur du collectif, c'est que parfois quand on a un coup de moins bien, ou quand on sait que on va pas dire un truc très intelligent, c'est les autres qui le disent, c'est les autres qui trouvent la solution. Et voilà, ça c'est une nouvelle manière de travailler qui sont en train d'être élaborées dans tout un tas de petits territoires en France et puis en Europe et puis dans le monde. Et ça s'organise et j'espère que de mon vivant, je verrai ça géré au niveau mondial et que ça deviendra peut-être une nouvelle manière de structurer les sociétés en France et peut-être dans le monde. C'était le 31e épisode de Social Calling. Si tu as envie de te réapproprier ton énergie, tu peux rejoindre l'un des mouvements citoyens lancés par Énergie Partagée. C'est un moyen d'agir si tu as envie de participer à une transition énergétique durable en t'impliquant par exemple financièrement au capital des projets de ton territoire pour produire de l'énergie renouvelable. Je te retrouve dans un mois pour découvrir un nouveau trait du visage du mutualisme. En attendant, j'ai envie de te confier un secret pour t'aider à découvrir le sens que tu veux donner à ton existence. Que chaque chose que tu fais ne soit plus ton action, mais l'action de ta vérité en toi, parce que ce n'est pas toi, c'est quelque chose en toi qui agit. Alors n'aie pas peur d'écouter ta petite voix intérieure qui te murmure « Vas-y, change de vie ».